Sortir de sa tête et revenir dans son corps, le créateur de la machine à contenu Francis Jeté t'explique comment dans l'épisode 07 de Passionné. 80% des podcasts ne se rendent pas à l'épisode 7. C'est maintenant chose faite pour Passionné, mon projet de podcast. Merci d'être là, merci d'être de retour si tu as écouté les épisodes précédents. Merci de m'essayer si c'est ta première fois. Je vais me présenter si c'est le cas. Je suis Olivier Gédé, je suis guide consultant en podcast. J'aide les entreprises ainsi que monsieur, madame, tout le monde à trouver leur place dans le milieu du podcast, que ce soit en créant un projet qui les passionne ou en achetant de la publicité quand c'est pour une entreprise. Là, des fois, ça peut être un meilleur investissement. Le but de mon podcast passionné, c'est tout d'abord d'être un élément de portfolio, de démontrer à mes clients ce que je suis capable de faire. Mais aussi de réseauter, de découvrir des humains passionnés, parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleure façon de découvrir des gens que lors d'entrevues de podcast, à mon avis. Donc c'est ça le concept de passionné, c'est de présenter des créateurs, des entrepreneurs, des podcasteurs passionnés et discuter de ces passions-là, celles qui les font carburer, mais aussi celles qui leur permettent de refaire le plein. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Francis Jeté, en passant. Juste avant de passer justement à Francis, j'aimerais t'inviter à mettre 5 étoiles ou le pouce en l'air sur le podcast que tu écoutes actuellement. En fait, en mettant 5 étoiles si tu écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça permet de dire à la plateforme que tu aimes ce que je fais, tu aimes mon projet de podcast, que tu aimes l'écouter. Donc, ça permet après ça à dire à la plateforme que ce que je fais est aimé, est suivi, est apprécié, et ça me permet d'atteindre plus de gens. Même chose du côté YouTube avec le pouce en l'air. Juste avant aussi, j'aimerais t'inviter, si t'es comme moi et que tu as beaucoup de podcasts à écouter, que tu as une très très longue liste d'écoute, une belle façon de passer cette liste d'écoute plus rapidement, c'est d'utiliser les fonctionnalités de vitesse d'écoute. Donc, augmenter ça à x1.25 ou à x1.5 va permettre à un podcast En fait, ça va te permettre d'écouter un podcast qui, normalement, dure 1 heure, par exemple. Il va durer 40 minutes, finalement, en réel, en l'écoutant à x1.5. Donc, c'est une belle façon, là, justement, de passer ta liste d'écoute si tu en as beaucoup. L'invité du jour aujourd'hui est Francis Jeté. Francis, je l'ai rencontré pour la toute première fois à un barbecue quelque part en 2018-2019, un peu avant la pandémie. Je m'en allais chez un ami, un ancien collègue d'études, un ancien coloc d'études en fait, qui m'avait invité à son nouvel appartement à Montréal. Il avait invité plusieurs personnes pour un barbecue. Et Francis était un de ses collègues qui avait invité aussi ce soir-là. Et tout d'abord, j'ai découvert un humain exceptionnel en rencontrant Francis. À cette époque-là, moi, j'étais rédacteur plus ou moins heureux de ce que je faisais, rédacteur publicitaire dans une agence qui n'était pas vraiment dans le numérique, mais je réfléchissais à aller travailler en marketing numérique et peut-être en podcast à ce moment-là. Et rencontrer Francis, lui jaser tout au long de la soirée, ça m'a prouvé premièrement que c'était possible de le faire parce que c'est ça que Francis faisait. À l'époque, il le faisait principalement pour une entreprise en tant qu'employé, mais il commençait à avoir de la clientèle aussi à l'extérieur de ce poste-là, comme travailleur autonome. Aussi, en lui parlant, ça m'a prouvé à moi que j'avais déjà une très bonne base, puis que c'était vraiment plus la voie à suivre pour moi que ce que je faisais déjà à ce moment-là. Donc, le rencontrer, ça m'a un peu donné le petit coup de pied au derrière nécessaire pour passer à l'action puis changer un peu ma carrière et ma vie. Donc, merci beaucoup, Francis, pour cette découverte, pour euh, tout ce que tu as fait, en fait. Surtout que plus tard, j'ai créé un projet de podcast qui s'appelait Surfer la vague. Le projet n'existait pas, était plus ou moins inspiré. C'était pas l'idéal. C'était pas exactement un concept bien développé. Mais Francis a quand même dit oui, moi j'embarque, moi je vais venir t'aider, je vais être invité sur ton projet de podcast. Puis quand je lui ai parlé de Passionné à peu près 1 an plus tard, qui est un projet que tu écoutes en ce moment, qui est beaucoup plus avancé, beaucoup plus développé, je trouve, à mon avis. Encore une fois, il a dit ben oui, pas de trouble, on s'est parlé l'année passée, puis on va se dire pas les mêmes affaires, mais le pitch était essentiellement le même. Puis il a quand même répondu présent. Puis il a été extrêmement généreux, comme tu vas pouvoir l'entendre dans quelques instants. Je t'avertis tout de suite, il y a eu un petit bug un moment donné dans l'entrevue.
Donc, il y a une petite coupure rapide. Peut-être que tu vas l'entendre, peut-être pas non plus. Par contre, ce que tu vas remarquer aussi par après, c'est que le son de mon micro va être un petit peu différent. Parce qu'effectivement, il y a eu un bug avec mon micro à ce moment-là et je m'en suis pas rendu compte. Donc, encore une fois, coordonnées mal chaussées, on va dire. C'est pas l'idéal, mais je pense que ça s'oublie très rapidement. Aussi, je venais de me raser la barbe et la moustache, le semblant de moustache, quelques jours avant. Attention, si t'écoutes sur YouTube, ça fesse. Donc, allons découvrir ma babyface et Francis Jeté. Francis Jeté, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de participer à Passionné. C'est drôle parce que en quelques mois, c'est mon deuxième projet de podcast. Puis les deux fois, t'as tout de suite dit oui, j'embarque, même si le projet n'existe pas encore, je vais être là. Fait que premièrement, merci beaucoup pour ton enthousiasme. Ben, merci à toi, Olivier, pour l'invitation. Moi, jaser avec du monde qui sont passionnés aussi, ben, c'est toujours cool. Pour te décrire, j'ai pris ta description LinkedIn. T'as écrit « J'accompagne les pros du marketing et des médias sociaux dans leur stratégie de contenu. Puis t'es aussi créateur de la machine à contenu. Mais je me souviens, cet été, t'as eu une petite remise en question sur ton titre. Puis je remarque, dans ta description LinkedIn, t'as pas ton titre. Fait que est-ce que t'as décidé c'est quoi ton titre finalement? Ben, en fait, c'est un sujet vraiment intéressant. Puis, moi, je trouve les titres, c'est tellement galvaudé, là. Puis, tu sais, comme les gens qui s'auto-proclament des experts ou les gens qui, tu sais, des coachs, là, il y a tellement de coachs de vie, de coachs de ci, de coachs de ça, qu'on dirait que le terme coach a perdu vraiment beaucoup de valeur ou des fois une connotation un peu plus négative, là, potentiellement, ou quoi que ce soit. Donc, j'ai bien de la misère avec les titres. Puis moi, je me considère un peu plus comme un coach dans mon approche parce que initialement, j'étais un coach de basket. Puis c'est ma passion pour le basket puis la performance, dans le fond, qui m'a amené dans le monde du numérique puis du marketing web, tu sais, par accident un peu. Fait que mon approche est vraiment basée comme celle que j'avais comme coach de basket, dans le fond. C'est donc, vraiment, Okay. ce que j'enseigne présentement, quand je fais de l'accompagnement ou que je donne des formations en lien avec la création de contenu puis les médias sociaux, ben c'est vraiment basé sur des fondamentaux. Fait que c'est pas des hacks, c'est pas les choses à la mode de ce temps-là, c'est les fondamentaux de la création de contenu. Puis c'est comment on développe des habiletés, dans le fond, pour nous permettre tranquillement, pas vite, de devenir meilleur puis d'améliorer nos performances, dans le fond. Fait que, tu sais, j'ai vraiment une approche vraiment plus basée pour du coaching, disons. Mais en tant que tel, tu sais, je me suis positionné un peu plus comme un stratège parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qui fait partie de moi. Donc, chaque action qu'on fait sur les médias sociaux, on devrait être aligné avec nos objectifs d'affaires, nos clientèles cibles. Puis pour moi, c'est comme la fondation, puis c'est les éléments clés de notre stratégie de contenu, ces éléments-là. Donc, je suis très créatif, j'ai beaucoup d'idées, mais c'est tout le temps des idées qui sont alignées à l'aspect stratégique, dans le fond. Puis ça, je pense que c'est les éléments qui ont un plus gros impact sur une stratégie de contenu puis sur les performances, c'est toujours de garder cette optique-là stratégique. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me positionner un peu plus comme un stratège. Fait que ton titre, c'est stratège en création de contenu, c'est ça? Ouais, on pourrait dire ça, Ok, mais t'as pas l'air totalement. ça risque de changer éventuellement là, Ok, si j'ai réussi à parfait. trouver un meilleur mot. Le plus important, en fait, dans ton titre, c'est pas le terme stratège ou peu importe ce qui va être là, c'est création de contenu, parce que c'est Ouais. vraiment là-dessus que c'est ça ta vraie passion, en fait. C'est ça qui te fait. Qui te trille tous les jours, tellement que tu en as créé la machine à contenu. C'est pour ça que je voulais t'inviter puis te recevoir à Passionné, parce que je voulais que tu me parles de ça, de la machine à contenu. Ça vient de sortir il y a quelques semaines. Pour ceux qui n'ont pas vu ça du tout passer, qui n'ont aucune idée c'est quoi la machine à contenu? Ben, la machine à contenu, si je raconte l'histoire de manière rapide et quand même efficace, dans le fond, c'est simple, c'est tous les outils que j'avais développés dans mon espace Notion, tant pour moi au quotidien dans la gestion de mes listes de tâches, de mes clients,
puis les outils que j'avais développés pour mes clients aussi, dans le fond. Fait que j'ai comme tout pris, tous ces différents outils-là que j'utilise au quotidien dans mon espace Notion. Puis j'ai créé vraiment comme un espace de travail complet qui intègre vraiment comme toutes les étapes puis tous les éléments clés du processus de création de contenu, toujours encore une fois avec l'aspect stratégique à l'intérieur de ça. Puis dans le fond, la raison pourquoi j'ai décidé de développer ça, c'est parce qu'à chaque fois que je donne des formations ou que je fais de l'accompagnement, j'avais toujours la même question qui me revenait, c'est « Frank, pour toi, là, c'est quoi le meilleur outil de calendrier de contenu? » Puis on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un me posait cette question-là, j'avais pas de bonne réponse parce que genre, j'allais sur HubSpot, j'allais sur Sprout Social, sur peu importe les plateformes, il y avait tout leur template là, de calendrier de contenu, puis c'est tous des fichiers Excel. Puis là-dedans, la seule affaire que tu retrouves, c'est la date du contenu qui devrait être publié, c'est quoi ton contenu, puis c'est quoi les plateformes. Puis pour moi, ça, c'est la dernière étape du processus. Hein, et donc, c'est la moins importante ou la plus simple à planifier, là, cette étape-là du calendrier de contenu. Alors que dans mon approche, dans ce que j'enseigne ou ma méthode de coaching, ben, je passe vraiment beaucoup plus de temps à l'étape de la stratégie pour partir de la stratégie des objectifs d'affaires puis des clientèles cibles afin d'identifier les bonnes thématiques puis les bons sujets de contenu pour que le contenu qu'on produise performe, hein, tant du côté de quand on le présente à notre clientèle cible parce que ça résonne avec eux, que du fait que ça génère un retour sur investissement parce que notre contenu, justement, il performe dans les deux sens. Fait que la machine à contenu a vraiment été pensée de manière à éliminer au maximum tous les blocages du processus créatif. Parce que l'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que souvent les gens, ils suivent les formations, ils m'envoient des super bons commentaires. Hey, la formation était super bonne, ci, ça. Mais quand vient le temps de s'asseoir à leur bureau, que ce soit seul ou en équipe, quoi que ce soit, ben là, on dirait que c'est dur de se mettre en action. Parce qu'ils ont toute l'information dans un beau document PDF, ils l'ont compris, mais par où je commence? Hein? Fait qu'on dirait que c'était ça qui manquait un peu à l'aspect pratico-pratique. C'est comme ça que, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à développer certains modules de la machine à contenu dans mon espace de travail. Puis là, je me suis rendu compte que, mais il y a des blocages au niveau de l'idéation. Il y a des gens qui ont un peu plus de misère à trouver des idées. Ou il y a des gens que c'est l'inverse. Ils ont trop d'idées, puis sont tous éparpillés, mais sont pas à une place. Fait que ça, la machine à contenu avec la portion boîte à idées, ça répond à cet élément-là. L'autre chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a plein de monde que, je sais pas si tu en fais partie, là, Olivier, mais il y a plein de monde qu'ils font des screenshots où ils sauvegardent du contenu. Hein? Fait que tu scrolls sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok, là, un contenu qui est intéressant, tu prends un screenshot ou tu sauvegardes dans l'app. Puis finalement, quand il est le temps de créer du contenu, tu penses jamais aller voir là pour voir ton contenu. Tout ça t'arrive-tu, ça? En fait, tout ce que tu as dit, là, c'est tout. Je riais tout le long, mais je riais jaune parce que je suis coupable de tout, là, pour vrai. T'as pas de sentiment parce que vraiment. C'est la majorité des gens, c'est ça. Là. Ça c'est juste pour la portion boîte à idées de la machine à contenu. Après ça, l'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que les gens, ils ont peut-être des outils pour aider leur processus là, de to-do list puis tout le kit, tu sais. Fait qu'il y a plein de gens qui ont des Asana ou qui ont des listes de tâches sur papier ou quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte que souvent, les gens, quand venaient le temps de s'asseoir puis de créer du contenu, il leur manquait comme vraiment les étape par étape. OK, je fais tel genre de contenu, qu'est-ce que ça me prend? Puis ça, dans la machine à contenu, dans l'outil de calendrier de contenu, il y a tout ça. Il y a les différentes étapes de n'importe quel processus de création de contenu, mais il y a aussi des templates qui sont hyper détaillés par format de contenu. Fait que tu vas écrire un blog, que tu veux rédiger une newsletter, faire une vidéo YouTube, un TikTok, un Reel ou quoi que ce soit, tu as des checklists par rapport à tous les formats de contenu les plus populaires. Tu sais, tu veux créer un carrousel, puis là, tu es comme, OK, pour créer un carrousel, ça me prend quoi donc, tu sais? Puis comment je fais pour le créer de manière à ce qu'il soit vraiment optimal? Ben, tout ça, c'est dans la machine à contenu, dans des templates, avec des checklists, des meilleures pratiques, puis un outil de gestion de tâches qui est intégré. Fait que ce qui arrive, c'est que tu dis, hey, là, j'avance ce contenu-là, il me reste 3 tâches clés à faire, je les prends, je les mets dans mon outil de gestion de tâches. Puis je suis même capable de déléguer en taguant des gens.
ou en mettant des dates là, clés pour avoir un rappel pour m'assurer de rien oublier. Fait que dans la machine à contenu, on a non seulement l'aspect planification stratégique du contenu, on a l'aspect inspiration, mais on a aussi l'aspect gestion de tâches et gestion de projet. Parce que ça, c'est l'autre élément. Tu sais, comme quand tu es en train de créer du contenu, ben des fois, dans ce projet-là, ben, tu n'as pas juste du contenu à produire, tu as des tâches en lien avec ça. Puis les tâches, ils peuvent être autres que juste faire du design graphique ou de la rédaction ou du montage vidéo. Ça peut être d'autres tâches de coordination ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment Ou pensé même la machine monter à une contenu pour que page ça de soit vente. exactement. Donc, la machine à contenu est pensée pour que ça devienne un espace de travail hyper complet pour t'aider à tout retrouver ce que tu as besoin pour ta stratégie de contenu à un seul endroit. Ben, moi, c'est ça qui m'a fait triper, en fait, de la machine à contenu à la base, parce que moi, j'ai été un des chanceux qui l'a vu en avant-première. Puis c'est tellement complet, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a vraiment chaque petite étape est détaillée, est prévue dans tout le processus de création de contenu. Fait que tu fasses un podcast, que tu fasses en fait, si tu prends la donne podcast, tu vas pouvoir faire un podcast, tu vas faire des publications sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir faire un blog, un infolette, whatever. C'est vraiment, tout est là. Puis j'ai une amie qui l'a acheté, la machine à contenu, puis elle m'a écrit directement, elle m'a dit hey, la machine à contenu, j'ai le vertige quasiment tellement c'est complet. Fait que on avertit les autres visiteurs qui pourraient avoir le goût d'aller essayer la machine à contenu. On vous avertit tout de suite. En commençant, ça se peut que tu aies un petit peu le vertige, mais à force de l'apprivoiser, ça devient un outil. C'est que ça ne devient pas un outil, c'est que ça devient la boîte à outils au complet. Là. Si je m'en vais chez Rona puis que je dis à un employé, là, je me lance comme professionnel de rénovation, qu'est-ce qu'il me faut, puis il va toutes les affaires qu'il va me dire d'acheter, ben c'est un peu la même chose que tu as fait avec la machine à contenu, c'est que tout est là dans un espace Notion. Oui, puis tu sais, tu as parlé un peu du podcast planner, tu sais, donc ça, c'est un autre bel exemple de, tu sais, comme moi, j'ai mon podcast qui s'appelle le Social Show, puis pour mon podcast, ben, je me suis développé un outil dans Notion qui me permet de planifier mes invités, planifier mes entrevues, planifier toutes les étapes en lien avec le processus de création, puis j'ai une formation comment lancer son podcast de l'idéation à la promotion. Fait que dans cette formation-là, j'avais déjà comme toutes les étapes hyper complète de checklist de toutes les choses à quoi tu as pensé pour chacun des épisodes. Donc, pour le podcast planner que tu utilises, ben dans le fond, il y a tous ces éléments-là. Fait que ça t'assure d'avoir un plan vraiment clair puis de rien oublier. C'est un add-on que les gens peuvent acheter si vous considérez avoir un podcast ou si vous avez déjà un podcast et que vous voulez trouver une manière de mieux structurer vos tâches en lien avec la production du podcast, puis aussi toute la portion promotion et déclinaison est intégrée dans l'aspect du podcast. Puis c'est une chose qui est importante de comprendre, c'est que la machine à contenu, elle a été développée dans l'espace de Notion. Donc, il y a beaucoup de choses dans la machine à contenu, mais il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas besoin de tout ce qu'il y a dedans. Puis après ça, c'est ça qui est le fun de Notion, c'est que ta page d'accueil est configurée d'une certaine manière initialement quand tu achètes la machine en contenu, mais après ça, toi, tu peux te la personnaliser. Fait que si toi, ce que tu as sur la page d'accueil, ça ne fait pas ton affaire ou tu travailles un peu plus avec le menu à gauche, ben là, tu peux mettre en favori tes outils préférés puis tout le kit. Fait que c'est ça que je trouvais merveilleux de Notion, c'est que la machine, elle a été pensée de manière à peu importe comment tu penses à ta création de contenu, ça va être facile pour toi de te créer de nouveaux outils ou encore de personnaliser ton espace en fonction des éléments clés que tu veux vraiment utiliser dans la machine à contenu. Fait que c'est ça qui est fou de Notion, qui permet tout ça. Puis un autre bel exemple de à quel point c'est personnalisable. L'autre fois, j'ai une cliente qui m'écrit et qui me dit « Ah, ta machine, elle m'intéresse vraiment, mais tu sais, comme ce que tu as créé pour le podcast planner, ça serait-tu possible de le créer pour mon blog ou mon infolette? » Puis là, je disais, ben non seulement c'est possible, mais c'est super facile. Fait que je vais le créer, puis je l'ai intégré directement dans le template de la machine à contenu. Fait qu'à partir de maintenant, tout le monde qui va acheter la machine à contenu, ils n'ont pas juste le podcast planner, mais ils ont un planner de blog puis un planner d'infolette. Puis ça m'a pris comme 10 minutes à créer, dans le fond, parce que tout est déjà pensé pour que ce soit simple comme ça de se créer des nouvelles manières de planifier ou d'analyser notre contenu.
c'est pour qui à la base la machine à contenu? Je sais, il y a comme voyons, deux formats si on veut. Fait que ça va être qui va prendre lequel des formats, disons? En fait, il y a trois versions de la machine à contenu. Fait que la Ouais. machine ultime, qu'elle est surtout pensée, la machine ultime, pour euh, les équipes de travail. Fait que, puis je dis les équipes, là, ça peut être un gestionnaire de médias sociaux dans une entreprise. Fait que, à l'interne, la machine Mhm. ultime, ça peut être pour ça peut être pour une équipe de communication marketing dans une PME, dans une moyenne entreprise, dans une grande entreprise. La machine ultime est vraiment pour une entreprise à l'interne qui a besoin d'un outil pour planifier, créer du contenu, puis structurer leur gestion de tâches en lien avec la création de contenu. Après ça, il y a la version freelance puis agence. La version freelance puis agence, c'est simple. C'est pour n'importe qui a des clients puis qui doit créer du contenu. Fait que t'as pas Mhm. besoin d'être un gestionnaire médias sociaux freelance pour avoir besoin de la version freelance. Comme moi, je suis consultant ou je suis stratège en médias sociaux, puis je crée zéro contenu pour mes clients en réalité. Fait que mon calendrier de contenu, il est pour mes contenus à moi, mais j'utilise la version freelance de la machine à contenu parce que dedans, j'ai un CRM. Hein, fait que ça me permet, moi, Mhm. de gérer mes clients, puis de gérer mes projets par client, puis gérer mes tâches par client. Fait que dès que tu as des clients, que tu sois en création de contenu ou pas avec tes clients, la machine à contenu te permet, avec le CRM puis avec les projets par client, de vraiment avoir un outil pour gérer tous tes projets et tes tâches au quotidien. Puis, si tu crées du contenu comme freelance, ben c'est un outil excellent pour t'aider aussi à planifier ta stratégie de contenu à toi personnellement pour développer ta business comme freelance ou pour les agences, dans le fond. Fait que ça, c'est les deux versions principales. Puis, j'ai fait une version de la mini-machine. Puis, la mini-machine, elle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une version d'entrée de gamme parce qu'elle est moins chère. En fait, la mini-machine, elle s'adresse surtout à des gens qui ont besoin de peut-être un peu moins de structure par rapport à leur création de contenu parce qu'ils sont très avancés ou ils ont déjà un espace Notion qui ont configuré selon leurs besoins, qui est déjà hyper performant. Donc, ils ont déjà un outil de gestion de projet, un outil de gestion de tâches qu'ils ont déjà créé dans leur espace Notion. Puis eux autres, ils ont juste besoin d'un bon calendrier de contenu pour la production du contenu puis tout le kit. Puis fait que la mini-machine est vraiment pour quelqu'un qui a déjà un espace Notion comme très, très, très complet ou quelqu'un qui se dit hey, moi, ma stratégie de contenu, j'ai besoin d'un peu moins de structure par rapport à la portion stratégique puis tout ça. Fait que je te prends un peu moins par la main. Tu es un peu plus laissé par Mhm. toi-même pour ta portion stratégie. Fait que la mini-machine est vraiment pensée pour ce monde-là, mais pour la majorité des gens, je recommande vraiment la version ultime. Puis dès que tu as des clients que tu gères, fait que tu sois un freelance ou une petite agence, la version avec le CRM est vraiment l'idéal. Puis, en fait, ce que je me demandais, moi, c'est qui ta compétition? Parce que là, tu as mentionné tantôt, tu as parlé de Buzzsprout puis de HubSpot, tu as parlé de Asana puis des autres organisateurs comme ça, même Trello. Là, tu as parlé de CRM. Est-ce que t'as de la compétition dans tout ça? Tu te considères où dans tout ça? Ben, en fait, moi, ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que la majorité des outils pour faciliter la vie des gestionnaires de médias sociaux sont vraiment basés sur la dernière étape du processus de création de contenu. Fait que Mhm. planifier, comme programmer ses contenus. Ça, la machine à contenu, elle fait pas ça parce qu'il n'y a pas d'intégration de l'API de Facebook ou d'Instagram ou de LinkedIn ou YouTube, peu importe, avec la machine à contenu. Fait que, tu sais, la machine à contenu, elle n'est pas là pour programmer tes contenus de manière automatisée sur les plateformes. Elle est là pour planifier tes contenus puis ta production de contenu surtout. Donc, Mhm. de ce côté-là, il y a pratiquement aucune compétition en tant que telle parce que la majorité des autres outils se concentrent pas sur ces étapes-là qui, selon Ouais. moi, sont cruciales. Fait que c'est ça que je trouve un peu spécial. Il y a Monday qui a un peu l'outil de gestion de projet, mais encore une fois, c'est pas configuré de manière à t'aider à penser de manière stratégique, réfléchir de manière stratégique à ta stratégie de contenu. Donc, tes objectifs d'affaires, tes clientèles cibles, tout ça, c'est pas inclus dans Monday. Donc, Monday te permet là, de te créer un espace qui te
permet de vraiment bien planifier ta production de contenu, pas mal étape par étape, puis ton calendrier de contenu, mais tu n'as pas non plus tes checklists par rapport à l'optimisation de tes contenus. Tu n'as pas tes clientèles cibles, tu n'as pas tes stratégies. Fait que pour moi, présentement, la machine à contenu, j'ai vu aucun outil qui rivalise à la machine. Puis, pour vrai, j'ai une liste de au-dessus de 500 apps et outils qui est comme une fonctionnalité qui va peut-être sortir à un moment donné là, dans la machine à contenu, mais chaque fois que je tombe sur une nouvelle application ou un nouvel outil, je le sauvegarde dans ma liste de apps et outils, puis j'ai vu aucun outil qui ressemblait à ça. Ça, particulièrement ce que tu mentionnes, ça, le fait que tu as ta liste de 500, là, ça démontre très clairement ta passion pour la création de contenu, le contenu en général. Ça vient d'où cette passion-là pour la création de contenu? C'est ben tu sais, c'est vraiment arrivé par hasard, là, un peu comme je le disais un peu plus tôt. Tu sais, moi, j'étais à la base d'un coach de basket, puis là, je me suis rendu compte que il y avait peu d'offres par rapport à des drills, des exercices pour les coachs de basket en français. Fait qu'initialement, mon site web, j'avais pensé de lancer un site web pour comme que les coachs entre eux autres puissent partager leurs drills, puis apprendre, puis tout le kit. Puis finalement, il y avait juste moi qui partageais mes drills sur le site web parce que tous les autres coachs venaient regarder mes drills. Puis, mais tous les autres coachs n'avaient pas le temps, ils prenaient pas le temps nécessairement d'uploader des choses. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, bon, mais j'ai beau inventer des drills puis continuer à en créer. Mais là, je m'essoufflais un peu de ce côté-là. Fait que là, j'ai commencé à intégrer de la nouvelle sur l'actualité du basketball québécois. Puis c'est comme ça que les gens ont commencé à faire comme, oh wow, il n'y a pas d'autres sites qui font ça, puis toute l'équipe. Là, ça a créé comme un engouement. Fait que là, j'ai fait comme un petit pivot. Puis la mission du site est devenue un peu plus de faire rayonner les nouvelles et l'actualité du basketball québécois. Puis c'est là que j'ai commencé à faire à apprendre à faire de la rédaction. Fait que je rédigeais vraiment beaucoup d'articles de blog. J'ai appris à faire du montage vidéo. J'ai appris à faire du montage Photoshop. Puis c'est le même, j'ai vraiment appris à créer du contenu pour le web. Puis ça, on était en 2009-2011. Fait que c'était vraiment au début. J'ai commencé à utiliser Facebook, YouTube, Twitter pour faire la promotion de mon site web, des produits que je vendais à l'époque en e-commerce. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai eu la piqûre du web puis de la création de contenu. Puis quand je suis arrivé à RDS en 2014, ben là, c'est de voir concrètement l'impact d'une idée sur un contenu, dans le fond, à quel point ça avait un impact sur les performances. Donc moi, ça, c'est mon plus gros apprentissage pendant les 6 ans que j'étais à RDS. C'est que c'est là que j'ai compris à quel point c'est pas ton contenu, c'est comment tu le présentes à ta clientèle cible, c'est l'angle que tu vas prendre, c'est comment tu vas optimiser ton contenu pour maximiser ta performance. Ça, c'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre parce que moi, j'aime beaucoup connecter avec des êtres humains, jaser, puis toute l'équipe. C'est là que j'ai compris que, faut que tu comprennes ta clientèle cible vraiment bien pour y présenter ton contenu vraiment dans le bon angle. Puis on dirait que c'est l'aspect, au-delà de la création, c'est l'aspect de justement comme voir à quel point tu es capable de comprendre l'être humain, je pense, de l'autre bord, qui te permet de créer le meilleur contenu possible. Puis ça m'a amené à un autre niveau d'intérêt par rapport à la création de contenu. Tu me fais penser, c'est drôle, au chiffre d'un sondage que j'ai vu cette semaine où il mentionnait que justement dans le monde du marketing en particulier, ça devenait un problème des gens, des marketeurs qui sont tellement concentrés sur les trends qui sont plus à l'écoute de leur public cible. Fait que par exemple, ils prenaient par exemple Aperol Spritz, le drink. Ben c'était comme je pense que c'était 97% des marketeurs qui connaissaient l'Aperol Spritz, mais 50% des consommateurs en général qui ne connaissaient pas ça. Fait que ça démontrait que justement, des fois, dans le monde du marketing, des marketeurs, on n'est pas exactement à l'écoute de notre clientèle. Ça le démontre bien. Fait que toi, tu l'as vu assez rapidement à RDS. As-tu un moment où tu t'es dit, oh shit, ok, là,
si on n'a pas été à l'écoute de notre audience, puis on a floppé à cause de ça, ou à l'inverse, ce contenu-là a fonctionné en débile, ça a été viral ou je sais pas quoi, parce qu'on était à l'écoute de notre audience, puis c'est notre audience qui l'a fait exploser. Ben, en fait, moi, il y a un post en particulier qui m'a démontré la puissance de prendre le temps de rédiger ton contenu en pensant à ta clientèle cible. Tu sais, à RDS, c'est du sport, on a une communauté de passionnés. Tu sais, c'était facile, entre guillemets, quand tu avais un breaking news ou une grosse nouvelle, d'avoir des chiffres, hein, d'avoir un contenu qui performait bien. Donc, la clé pour moi, c'était ça. Pour moi, tu peux pas te reposer là-dessus pour savoir si c'était bon. Mm-hmm. C'est comme quand tu as des contenus un peu plus ordinaires, c'est comment tu fais pour que ce contenu-là ordinaire, entre guillemets, aux yeux peut-être de notre audience, là, pas que le contenu n'était pas bon, mais que c'est un contenu qui parlait peut-être un peu moins à notre audience, mais comment faire pour que ce contenu-là génère quand même un maximum de chiffres? Hein? Parce que moi, ma job à RDS, c'était de générer un maximum de trafic vers le site web pour générer des page views, pour monétiser les contenus. Donc, j'avais un article de blog qui parlait des sables de Buffalo, mettons. Hein? Une équipe qui est vraiment pas populaire à Montréal. Puis, on va se le dire, là, la clientèle cible de RDS, ben, c'est des passionnés de hockey, du Canadien surtout, puis un peu des gros événements sportifs, puis, tu sais, oui, les équipes locales, l'Impact, les Alouettes. Ouais. Mais dès qu'on rentrait dans des contenus un peu plus nichés sur d'autres équipes sportives, ben généralement, ça générait pas de très bons résultats. Puis là, c'est un après-midi un peu plus tranquille, donc j'avais du temps à mettre. Puis là, j'ai pris le temps de lire l'article. Puis en lisant l'article, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une bonne histoire derrière l'article. Le titre n'était pas optimal, la photo n'était pas optimale. Puis donc, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris le temps de rédiger un caption qui venait teaser par rapport à l'histoire qu'on racontait. J'ai modifié le titre pour qu'il soit aligné à cette histoire-là. Puis j'ai modifié la photo pour mettre en valeur le joueur autour de laquelle l'histoire résonnait. Puis je connaissais tellement bien mes chiffres puis mon audience à RDS que moi, je savais que cette publication-là, elle allait générer, mettons, 110 clics. Là, c'était comme 110 clics, c'était vraiment pas bon. Là. fait que dans le fond, j'avais réussi avec cette publication-là, juste en l'optimisant, à aller chercher genre plus de 75 000 de reach. Puis, je me souviens plus combien de clics là, j'avais généré avec, là, mais c'était plus de 10 fois comme ce à quoi je m'attendais. Okay. Donc, c'est là que j'ai vraiment compris la puissance de prendre le temps d'optimiser un contenu, puis pas de faire juste un copier-coller de l'URL puis du titre, puis de penser à ma clientèle cible. Comment je vais leur présenter ce contenu-là de manière à ce que ça les intéresse vraiment. Puis là, le taux de clic a eu un impact sur le reach et c'est tout là que tu comprends la force de l'algorithme par rapport à un contenu qui performe bien. Tu as parlé beaucoup de ton expérience dans le monde du sport, dans le monde du basket à RDS, mais cet été, tu as aussi travaillé avec les Jeux du Québec. Ça, je pense que c'est un mandat que tu fais depuis longtemps. Ouais. C'est quoi ton mandat avec les Jeux du Québec? C'est quoi comment tu le vis pendant l'événement? Parce que les Jeux du Québec, c'est quoi? C'est 2 semaines à peu près, je pense? Oui, les Jeux du Québec, en fait, c'est 8 jours très intensifs de compétition. Évidemment, moi, je suis là un peu plus longtemps que 8 jours, mais on est là 10 jours à peu près là, aux Jeux du Québec. Puis j'ai comme 2 mandats en même temps aux Jeux du Québec. Donc, il y en a un, mon mandat, c'est que j'accompagne l'équipe de Sport Québec qui sont les propriétaires de la marque des Jeux du Québec. Fait que, je travaille étroitement avec l'équipe de Sport Québec pour qu'ensemble, on développe la stratégie. Puis la particularité, c'est qu'il y a Sport Québec qui ont leur calendrier de contenu à eux, puis il y a le comité organisateur qui ont aussi un calendrier de contenu. Puis les deux, c'est d'intégrer tout ça ensemble pour avoir un calendrier de contenu qui se complète, qui se complémente, puis qui performe bien dans le fond. Puis un des objectifs majeurs, c'est, de faire rayonner les athlètes, de faire rayonner les sports qui sont en vedette aux Jeux du Québec. Mais l'autre élément clé aussi, c'est de faire rayonner les partenaires financiers pour que cet événement-là puisse avoir lieu. Fait que les partenaires financiers sont hyper importants. Et donc, moi, un de mes rôles, c'est ça, c'est au-delà de la stratégie globale, je suis en charge vraiment de la production des capsules vidéo pour faire rayonner les commanditaires. Puis c'est là que moi, je suis un peu plus en mode idéation,
puis planification des tournages, fait que vraiment comme plus réalisateur, terrain même, fait que j'ai beaucoup les mains de près dedans. Puis finalement, ben, je crée un peu de contenu aussi au quotidien. Fait que cette année, j'ai créé des memes, des fois, c'est moi qui rédige des captions ou j'aide. On travaille vraiment en équipe à créer les meilleurs contenus en suivant les tendances, en s'assurant que le contenu atteint nos objectifs, puis qui garde la ligne, le ton, les valeurs de la marque. Fait que c'est vraiment ça mon rôle tout au long des Jeux du Québec. Fait que j'imagine que tu as pu tester ta machine à contenu un peu avant de la lancer avec eux. Ouais. Puis tu sais, ça a été complètement fou de pouvoir tester la machine à contenu. C'était déjà la deuxième finale dans laquelle on utilisait la machine à contenu. Là. Fait il y avait déjà eu un test road qui m'avait amené à apporter des améliorations à la machine à contenu. Pendant la finale, là, j'avais comme pas mal la version finale, justement, la machine à contenu. Puis ça m'a encore une fois démontré la puissance parce on produit en 10 jours 80 contenus. Fait que, non, c'est en 8 jours, on produit 80 contenus. Fait que c'est pas des photos, c'est de la vidéo first qu'on distribue sur 5 plateformes. Fait que YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram. Fait que tu sais, c'est de la coordination. Puis, fait que ça m'a permis de voir ça. Puis, justement, je parlais tantôt de l'importance des publications partenaires. Ben, les partenaires, eux autres, à un moment donné, là, j'étais comme, OK, là, on se rapproche vers la fin. Là, je voulais m'assurer qu'on n'oubliait aucun contenu partenaire. Ben, en 15 minutes, mettons, je me suis créé une nouvelle vue pour m'assurer que je voyais vraiment bien tous les contenus partenaires qui sont déjà produits, ceux qui sont en production, puis qu'est-ce qu'il nous reste à produire, justement, qu'est-ce qu'il nous reste à planifier. Ça m'a pris 15 minutes pendant les Jeux pour me créer une nouvelle page partenaire qui, rapidement, là, je voyais tout ce qu'on devait livrer aux partenaires, puis qu'est-ce qui était à quelle étape du processus. Fait que ça pour moi, ça a été, encore une fois, un élément wow de dire comme, OK, ben, tu sais, la machine à contenu, n'importe qui se l'approprie après ça peut comme vraiment repartir de qu'est-ce qu'il y a déjà, puis juste comme avec les filtres, avec les views, c'est facile de se créer une vue pour un besoin spécifique. J'ai fait un petit calcul rapide. Tu m'as dit 80 posts sur 8 jours. Ouais. Sur 5 plateformes différentes, c'est ça? Ouais. Fait que ça fait 400 publications. Tu as dit que c'était essentiellement de la vidéo. Fait que 400 vidéos publiées en 8 jours. Ben, il n'y a pas juste la vidéo, là, parce qu'on avait des memes, on avait des carousels, des albums photos, tout le kit, là. Mais, c'est pas 100% des contenus qui sont publiés sur les 5 plateformes. Fait qu'il y a certains contenus qui sont sur certaines plateformes, d'autres non, là. Mais, fait que ça fait quand même pas mal de contenu à coordonner. J'ai un petit peu le vertige, là. C'est pour ça que la machine à contenu est si complexe, parce qu'elle permet de rouler un gros événement comme ça. Puis tantôt, tu posais la question justement avec la machine à contenu, c'est pour qui? Ben, tu sais, la machine à contenu est pour les entreprises ou les organismes qui ont juste un peu de contenu, mais ça peut être pour ceux aussi qui ont vraiment comme beaucoup de contenu à produire, là, qui ont un haut volume. Fait que la machine, elle va t'aider même si tu produis pas beaucoup de contenu. Le meilleur exemple, c'est une des personnes les plus importantes pour moi qui a testé la machine à contenu, c'est ma blonde, tu sais. Fait que ma blonde, elle est solopreneur, puis elle amorce son parcours de solopreneur, puis elle crée pas tant de contenu que ça. Mais les gens qui créent presque pas de contenu ou qui en créent une fois de temps en temps, ben eux autres, c'est dans ceux qui ont le plus besoin de la machine à contenu aussi, parce que ben à chaque fois que tu t'assois pour créer du contenu, puis que si tu le fais pas de manière récurrente, ben c'est comme si tu recommençais à zéro. Puis tu te dis, c'est quoi il faut que je fasse? C'est quoi les étapes? Puis tout le kit, c'est pas naturel, tu les as pas en tête. Donc, d'avoir la structure de la machine à contenu facilite parce que tu vois toutes les étapes, tu as toutes tes checklists. Fait que pour les gens qui en créent presque jamais ou qui en créent pas beaucoup, c'est super utile. Mais les grosses équipes qui ont une grosse charge de contenu à produire, ben, ça te permet de vraiment facilement mettre le doigt sur qu'est-ce qui est rendu à quelle étape. Dans le fond, ça a été fait pour les grosses charges de contenu, mais perfectionné pour ceux qui en ont un peu moins, si je comprends bien. En fait, c'est fait
pour n'importe qui crée du contenu de manière professionnelle. C'est parce que moi, je travaille avec des solopreneurs, je travaille avec des PME, des multinationales, des organismes, des OBNL. Fait que j'ai dans mon parcours, j'ai aidé plein de types d'organisations qui sont à différents niveaux de croissance de l'entreprise. Donc, je comprends vraiment bien toutes les possibilités de besoins. Puis, la machine à contenu prend tout ça en compte. Je veux passer à En fait, avant de passer à ta passion qui te permet de recharger tes batteries, je voulais juste te demander, est-ce que le Social Show revient cet automne? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, juste avant? Ben oui, le Social Show va revenir cet automne. Le Social Show qui est un podcast où est-ce qu'on parle justement de création de contenu avec des créateurs de contenu, des gestionnaires médias sociaux qui travaillent en entreprise. Fait que n'importe qui justement qui doivent créer du contenu de manière à atteindre des objectifs d'affaires pour une entreprise, que ce soit la leur ou une business pour laquelle ils travaillent. Puis, fait que dans le fond, on parle vraiment de tous les blocages, vraiment la réalité, hein, parce qu'on pense que parce que c'est facile de publier sur les médias sociaux, puis c'est facile d'enregistrer du contenu avec notre cellulaire au jour le jour, puis que tu as Canva qui te facilite la vie à créer des visuels, puis tout le kit. Ben, c'est pas parce que c'est facile à produire que c'est facile à créer du contenu qui performe bien. Hein? Puis moi, je trouve que c'est un message qui est important de faire comprendre. Il y a plein de gens qui sont découragés, il y a plein de gens qui ça stresse créer du contenu, qui n'aiment pas ça. Puis dans ma tête, ça devrait être le fun, ça devrait être plaisant de créer du contenu parce que tu es en mode production. Quand tu crées du contenu, tu le fais de manière à ce que ça aide ton entreprise à avancer, de manière à aider ta clientèle cible. Donc, tout ça, ça devrait être le fun, ça devrait être positif. Mais ça devient une charge de travail parce que c'est compliqué, c'est complexe. Puis ça, j'en suis conscient. Puis c'est pour ça que le Social Show, pour moi, c'était important que les gens se rendent compte que c'est pas parce que tu es quelqu'un qui crée vraiment beaucoup de contenu que tout est facile pour toi. On a tous des challenges qui sont à différents niveaux. Il y a des choses qu'on aime plus faire, il y a des choses qu'on aime moins faire. On a tous plein de trucs à partager de qu'est-ce qu'on aime faire ou de ce sur quoi on est vraiment meilleur que les autres. Puis je pensais que c'était intéressant d'avoir des conversations autour de ça. Parlons maintenant de ce qui te permet de recharger tes batteries. En fait, il y a quelques jours, quand j'ai fait une petite pré-entrevue avec toi, là, justement, pour voir, parce que tu me disais, j'ai pas vraiment de passion directe. Tantôt, tu as parlé de basket, oui, mais je pense que tu t'es moins là-dedans maintenant. Fait que tu m'as surtout dit que tu voulais, en fait, pour te recharger, tu t'assures surtout de profiter du moment présent. Te planifier des moments de détente pour toi, puis faire sortir, tu m'as dit, je vais le lire exactement, sortir de sa tête et revenir dans son corps. Ouais. Fait que ça veut dire quoi pour toi, ça? Et Colin. En fait, c'est parce que c'est pas que j'ai pas de passion, mais j'en ai comme trop, en fait. Je suis un gars qui est bien curieux puis qui aime ça apprendre, puis que j'ai beaucoup de passion, que ce soit la bouffe, le vin, la bière de micro, fait que goûter des choses, puis j'aime beaucoup le développement personnel, la méditation. Fait que j'ai vraiment beaucoup de champs d'intérêt. Puis, mais ce que je me suis rendu compte, comme tes questions m'ont amené à me poser la question comme, OK, qu'est-ce qui me permet de recharger mes batteries ou d'aller rechercher de l'énergie pour être aussi intense comme vous le voyez présentement. Ouais. Mais puis c'est ça, c'est que quand j'ai découvert la méditation, j'ai appris à prendre un peu plus avantage du moment présent. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que j'étais déjà bon pour le faire parce que quand je m'arrête pour déguster de la bière ou déguster du vin ou manger une bonne bouffe dans un resto ou même moi cuisiner de la bonne bouffe pour le monde que j'aime, pour le monde que je reçois à la maison, je me suis rendu compte que ça, j'arrêtais puis je prenais vraiment le temps d'apprécier tant le moment en bonne compagnie que la bonne bouffe, puis comme goûter les saveurs, puis tout le kit. Fait que ça, c'est de la pleine conscience en tant que telle. C'est d'arrêter puis d'être dans le moment présent, puis pas être en train de scroller sur son cellulaire en même temps. T'sais. Fait que il y a ça. Quand je fais de la photographie, parce que j'adore faire de la photographie, puis je me considère pas comme un photographe
parce que c'est plus comme un passe-temps. Je ne suis pas encore dans un professionnel, mais ça, je le fais surtout aussi en voyage. Puis, ben justement, pendant que tu le fais en voyage, j'ai l'impression que ça te permet encore plus d'apprécier la beauté de qu'est-ce que tu es en train de découvrir comme nouvel endroit. Donc, encore une fois, tu es dans le moment présent, puis la photo, c'est très technique, donc tu n'as pas le choix d'être concentré pour utiliser les bons settings, les bons paramètres, puis vraiment t'assurer de faire une belle composition. Donc, encore une fois, tu es très concentré, tu es vraiment dans le moment présent. Après ça, quand vient le temps d'être un peu plus actif, disons, ben, je me suis rendu compte aussi, ben, c'est ça, là, comme quand tu es un peu plus en train d'être actif dans ton corps, donc relaxer dans le spa pour sentir les jets ou la chaleur de l'eau ou nager, puis justement aller juste relaxer dans l'eau, ben, la sensation de l'eau, du soleil quand tu es sur le bord de la piscine, ben, encore une fois, tu reviens dans ton corps. Fait on est dans une société où est-ce qu'on est vraiment beaucoup dans nos têtes. Puis moi, je suis particulièrement beaucoup dans ma tête parce que je suis très créatif. 100% de mon travail se fait ici. Fait que j'ai pas le choix d'essayer de ramener, dans le fond, ma concentration dans mon corps pour essayer d'aller ailleurs. Fait que quand je goûte la bouffe, ben je reviens plus dans mon corps. Quand je suis en train de faire de la photographie, ben là, je suis dans un autre sens. J'aime beaucoup écouter de la musique. Fait qu'encore une fois, c'est un autre sens où est-ce que je vais aller mettre ma concentration dessus. Puis finalement, quand je fais du sport, fait du vélo, de la course ou du yoga, ben là, encore une fois, ben là, tu amènes ta concentration un peu plus comme sur ton corps, sur tes mouvements. Fait que c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, j'étais comme oh, j'ai pas comme une passion que je fais juste ça, mettons. Je fais vraiment beaucoup de plein d'affaires, mais l'élément clé, je pense, c'est ça, de revenir dans mon corps, peut-être dans un peu plus comme un flow state ou un état de pleine conscience et de concentration. Avant de commencer à enregistrer, tu m'as dit que dans les dernières semaines, pas juste pendant que tu finalisais la machine à contenu avant son lancement, mais même après, tu étais dans le rush pas mal. Fait que là, mettons, ce soir ou demain matin, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas, premièrement, est-ce que tu prévois de prendre un moment présent ou dans les prochains jours? Puis, est-ce que tu vas faire quoi concrètement, mettons, ce soir ou en fin de semaine? Là? Ben, c'est concrètement, c'est un challenge que j'ai vraiment beaucoup de, de, de prendre ce temps-là parce que ma tête a tendance à l'emporter, puis le désir de performance, puis de travailler, puis de livrer la marchandise pour mes clients, puis d'avancer mes projets à moi, ben souvent, ça vient prendre un peu le dessus. Mais là, je suis rendu vraiment meilleur à me dédier du temps dans mes semaines pour ces moments-là. Donc, souvent, c'est tôt le matin, en me levant, ben là, je vais aller prendre le temps d'aller faire un petit peu de cold plunge. Fait que aller dans l'eau froide. Après ça, aller dans le spa, comme juste bouger mon corps pour revenir dans mon corps, justement, avant de partir dans ma tête toute la journée. Là. Prendre le temps d'aller sentir mon corps et tout le kit. Fait que vraiment prendre du temps dans le spa à juste comme bouger, puis faire des exercices, des fois dans le spa, des fois un peu plus en yoga. Fait que ça, c'est le matin. Sur l'heure du dîner, j'essaie d'aller marcher souvent pour aller chercher comme du soleil, puis encore une fois, comme sortir, aller chercher de l'air, mais aussi bouger avec mon chien. Ça, c'est vraiment un challenge pour moi parce que souvent, sur l'heure du dîner, j'essaie d'avancer des suivis ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment la misère à garder, mais comme cet été, je l'ai fait quand même pas pire. Puis là, c'est un défi pour moi là, à l'automne, là, quand le rush repart. Fait qu'on va voir. Puis après ça, en fin de journée, essayer d'aller faire justement un peu de sport. Fait que ça, soit courir du vélo, ou quoi que ce soit. Encore une fois, là, avec l'hiver qui approche, ça va être un peu plus difficile. Va falloir que je me trouve autre chose. Mais fait que ça, dans une journée, c'est comme les 3 moments où il faut que j'essaie de vraiment garder cette routine-là. Sinon, la fin de semaine, ben là, c'est vraiment beaucoup de méditation, de lecture, de moments en nature aussi. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, que je prends beaucoup le temps de le faire. Puis même là en semaine, tantôt, avec ma blonde, on était dehors, puis on profitait du soleil en même temps qu'on travaillait, mettons. Fait qu'on a travaillé dehors, dans l'eau. Fait que tu sais, c'est comme
quand même de changer un peu la routine. Puis, mais ouais, c'est ça, là, les fins de semaine, je suis un peu plus en mode aller dehors, essayer d'aller en nature, parce que ça c'est... Je me suis vraiment rendu compte pendant la pandémie, surtout, que de sortir de chez nous puis d'aller un peu plus en nature, ça me rechargeait vraiment beaucoup les batteries. Puis encore une fois, ben là, t'es pas en train de marcher avec de la musique puis toute la kit, là, t'es vraiment plus en train de marcher puis d'être en pleine conscience de, tu sais, comme que t'es dans la forêt puis d'apprécier la nature. T'as-tu des trucs qui t'aident justement, tu sais, comme là tu dis, là, il va falloir que je me trouve des nouveaux trucs pour cet hiver ou en ce moment, il faut que je fasse un petit peu plus d'efforts pour le midi. T'as-tu des trucs pour justement t'aider à le faire un petit peu plus? Mettons, pour aider quelqu'un. Mettons, là, quelqu'un qui s'appelle Olivier et qui a de la misère avec ces choses-là. Ben le truc, j'ai deux trucs. Mon truc numéro un, c'est ma blonde qui m'aide vraiment beaucoup avec ça puis qui me le rappelle. Mais de manière très empathique, là, pas en mettant de la pression, quoi que ce soit. Fait que ça, c'est mon truc vraiment numéro un qui m'aide le plus. Sinon, c'est de penser aux bienfaits, comment je me sens après avoir pris le temps de le faire. Fait que c'est les soirées que je suis comme que ma tête est brûlée, mais que j'ai besoin d'aller courir justement pour me réénergiser. Là, ce que je fais, c'est que, puis là, t'as pas le choix à un moment donné de te donner le coup de pied dans le cul pour y aller, tu sais, la première fois. Mais quand tu le fais la première fois, justement, de prendre le temps d'apprécier comment tu te sens après, en étant dans le moment présent, ça te permet que, ben, la fois que tu n'as comme pas vraiment le goût d'aller courir, ben, là, si tu penses à ouais, comment je me sens après je l'ai fait, ça, c'est quelque chose qui vient te motiver, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'essaie de penser. Bon, ben, tu sais, si je le fais pas, ben, j'aurai pas ce feeling-là après, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est la meilleure manière, là, au quotidien. Tu sais, comme si ma blonde, le matin, elle part tôt travailler, ben, moi, comme aller faire mon cold plunge puis bouger dans le spa puis tout le kit, ben, il n'y a pas personne qui va me dire, Frank, tu l'as-tu fait? Non. Comme, faut que je me dise, comme, ah ouais, tu sais, ça va me faire du bien, ça va me permettre de bien passer la journée puis après ça, d'être efficace. Fait que, On va terminer avec les 4 petites questions que je pose à tout le monde. À tout le monde, je dis, c'est des petites questions courtes, réponses courtes, mais tout le monde a pris des réponses longues. Puis c'est parfait comme ça. Fait que si tu veux là, faire je une suis réponse compétitif, longue, fait que je vais essayer d'avoir des réponses courtes, là. c'est qui ton créateur préféré en ce moment? Qui t'inspire le plus? Tu l'as pas, là, la réponse Ben, courte. c'est très court. À Tu me date, perds j'ai ça. personne. Mais pour vrai, j'ai comme personne. J'ai pas un créateur. Je vais chercher des sources d'inspiration très diversifiées. OK, mais t'en as-tu comme, mettons, deux, trois, que tu te concentres même pas, tu vas vraiment partout? Non, moi, j'essaie vraiment d'avoir dans mon fil d'actualité, j'ai vraiment beaucoup de contenu sur plein de thématiques puis plein de créateurs complètement différents pour me permettre d'avoir comme tout le temps de l'inspiration pour mes clients. Fait que j'en ai pas un comme. Mais tu sais, sinon, ça serait sûrement, je dirais sûrement Mr. Beast, qui est super OK. inspirant par rapport à son désir de performance, puis à quel point il comprend euh, la notion de production pour la rétention pour favoriser la distribution dans les algorithmes. Ouais, il s'appelle Mr. Beast parce que c'est une beast d'exactement ça, là, c'est Ouais, l'enfer. exact. Ton coup de cœur des derniers temps, toi qui consultes tellement de contenu, là, c'est quoi qui t'a fait ça, c'est en maudit? Ben, il y a un gars que je suis sur Instagram, que c'est pas récemment, là, mais que lui, c'est comme le plus underground puis vraiment spécial, c'est Kirk Goldsberry. C'est un analyste de statistiques avancées dans la NBA. Puis si vous allez voir OK. son compte Instagram, comme il fait de l'art avec du data, dans le fond. Puis ça, je trouve OK. que souvent, on pense que dans la création de contenu, des stats, c'est plate. Mais les stats, ça peut être tellement intéressant, puis ça peut tellement raconter des histoires. Puis lui, il fait juste comme créer des visuels avec du data. Ça raconte des histoires. Juste de regarder comme une comparaison de deux visuels de stats, ça raconte des histoires vraiment intéressantes. Fait que pour donner
un exemple un peu plus concret. Bon, ben on voit, mettons, la provenance des shots, de toutes les shots de la première saison de LeBron James. Puis il compare ça aux provenances des shots, mettons, à sa saison 2023. Fait que là, tu vois à quel point, lui, son style de jeu a évolué à travers sa carrière. Mais juste avec 2 graphiques de statistiques de shots, tu sais. Fait que c'est super intéressant. Puis la manière que c'est créé, c'est très visuel. Fait que c'est super intéressant. Puis c'est très, très différent. Peux-tu me rappeler le nom du créateur? Je vais le mettre dans la description pour les autres créateurs de contenu qui veulent de l'inspiration. C'est Kirk Goldsberry. Goldsberry. Parfait. Je vais ajouter ça dans la description du podcast pour les créateurs de contenu qui veulent aller s'inspirer. À l'inverse, ton coup de gueule des derniers temps, est-ce qu'il y a un moment que tu t'es dit, ça là, c'est vraiment maudit? Oui, récemment, là, c'est les gens qui faisaient encore des memes avec le trend de Barbie, comme beaucoup trop tard. Là. Ouais. Comme à un moment donné, la tendance, elle a passé. Là. Tout le monde en a vu assez. Il faut passer au prochain appel. Avec ces trends-là, on parlait tantôt d'être à l'écoute de sa communauté, là, puis des gens à qui on parle. Ça, c'est un excellent exemple, je pense, parce que on le voyait, c'était qui les entreprises qui créaient leur contenu un mois à l'avance. Parce qu'ils ont fait leur meme de Barbie quand ils sont allés voir le film, soit 1, 2, 3 semaines après qu'ils soient sortis. Mais vu qu'ils planifient tellement en avance que ça est sorti un mois plus tard, puis là, ben, plus personne s'en souvient. Ouais, c'est pour ça que plus des gags. Ah ouais, tellement. Puis c'est pour ça que dans ton contenu, ton calendrier de contenu, ça te prend du contenu qui est plus réactif. Faut que tu aies l'espace pour créer du contenu qui est plus réactif. Comme ça, tu sais. Puis, mais ouais, ça, moi, ça, c'est mon coup de gueule, c'est les gens qui sont en retard sur les tendances. Faut que tu sois dedans ou sinon t'en fais pas. Ouais, c'est ça. Au pire, c'est pas grave de ne pas le faire, tout simplement. Ça va te donner beaucoup moins de pression aussi. Fait que ton défi des prochains mois, ça va être quoi? J'imagine que ça a rapport avec la machine à contenu, mais peut-être pas. Ben, mon défi des prochains mois, ça va être de jongler entre continuer à livrer la marchandise pour mes clients en accompagnement, mes formations et vraiment bien faire la promotion de la machine à contenu pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en bénéficier, en prendre avantage. C'est comme tout le monde à date qui l'ont utilisé ont tellement des bons mots pour la machine. Ça a vraiment un impact sur leur quotidien en termes de création de contenu que je me dis faut qu'il y ait plus de monde qui puisse en bénéficier. Fait que c'est de la faire découvrir puis de travailler fort là-dessus pour aussi pour l'améliorer avec les feedbacks constructifs que je reçois. Puis c'est ça. Fait que c'est de jongler avec ces 2 éléments-là. Justement, la machine à contenu, où est-ce qu'on peut aller en savoir plus, s'informer un peu plus si on est intéressé à se la procurer? Ouais, dans le fond, c'est directement sur mon site web, fait que sur francisjeté.ca. Vous allez dans le menu, il est marqué la machine à contenu. Vous allez dessus, il y a une belle page de vente très complète qui est là pour vous aider à comprendre. Il y a aussi un petit survol qui vous permet de voir la machine en action, dans le fond. Fait que c'est vraiment sur mon site web à moi, francisjeté.ca. Parfait. Puis si on veut te contacter plus directement, on y va comment? Est-ce que c'est par LinkedIn ou ton courriel? LinkedIn est une excellente plateforme pour me suivre et entrer en contact avec moi, mais sinon, je suis actif sur toutes les plateformes médias sociaux. Fait que vous pouvez m'envoyer un petit message privé sur votre plateforme préférée. Parfait. Fait qu'on va t'écrire sur Thread. Yes! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis Jeté, d'avoir participé à Passionné, d'avoir été aussi généreux avec moi et avec mes auditeurs. C'est très apprécié. Merci, Olivier, pour l'invitation. Encore une fois, merci beaucoup à Francis d'avoir été là pour cet épisode 7 de Passionné. Tu as répondu présent, tu as été ultra généreux avec moi et avec mes auditeurs tout au long de cet épisode. Je suis pas mal certain qu'il y a quelques personnes qui te connaissaient déjà, mais ils ont pu en découvrir beaucoup plus sur toi. Ils t'ont découvert d'une autre facette. En tout cas, moi, ça a été le cas. Puis
considère que je te connais quand même bien. Donc, si moi j'en ai découvert, ben, j'imagine que mes auditeurs aussi ont apprécié te découvrir. D'ailleurs, cher auditeur, merci à toi d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin. Si tu es encore là, ça veut dire probablement que tu as aimé ce que tu as entendu. Ben, dans ce cas-là, je t'invite à t'abonner sur la plateforme que tu préfères écouter tes podcasts, soit YouTube, Apple Podcast ou Spotify. Je te mets également en lien dans la description de ce podcast quelques liens. Je te les explique rapidement. Le premier lien vers le compte Instagram de Kurt Goldsberry, qui est le créateur inspirant dont Francis a parlé, qui fait, je vais reprendre les mots de Francis, il fait de l'art avec des données de basketball. Donc ça peut être vraiment intéressant, surtout si c'était en création de contenu, d'aller voir comment on peut utiliser quelque chose de plate, qui est des données et très niché, des données sur le basketball, et les rendre aussi attirantes, aussi plaisantes à regarder, mais aussi qu'elles disent autant, juste voir des chiffres puis des données. Mais c'est une très belle façon de s'inspirer aussi, surtout si tu fais de la création de contenu. Dans les autres liens en description de ce podcast, il y a aussi le lien pour le compte LinkedIn de Francis. Donc, si tu as envie de lui jaser, si tu as des questions à propos de sa machine à contenu, le lien est là. Si tu n'as pas de questions et que tu es intéressé à acheter la machine à contenu, ben, il y a aussi un lien dans la description de ce podcast pour passer à l'action. En terminant, j'ai de plus en plus d'auditeurs à ce podcast, mais je ne sais pas c'est qui. Je sais que les chiffres montent, les chiffres augmentent à chaque épisode, mais je sais pas t'es qui. Qui m'écoute? T'es qui? Je veux que tu me le dises, je veux que tu viennes me le dire, que tu m'écrives un petit message privé, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram. Hey, salut Oli, je t'écoute à toutes les semaines. Ben, si c'est ton cas, que tu m'écoutes à toutes les semaines ou que tu m'as écouté juste quelques fois, si tu es encore à l'écoute en ce moment, là, viens me dire un salut sur mon compte Instagram oliviergd.podcast ou sur mon compte LinkedIn oliviergd-podcast. Les liens sont aussi en description de ce podcast. Je veux que tu me le dises. Qui m'écoute? Dis-moi là, je veux savoir. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais à part quelques personnes qui me l'ont dit, je ne sais pas. Donc les chiffres ne concordent pas. J'ai besoin de savoir, t'es qui? Pourquoi tu m'écoutes? Je veux le savoir, viens me le dire. D'ici à ce que tu m'écrives, ben moi je vais aller recommencer à travailler pour me préparer pour te présenter Anne-Marie Gagnon la semaine prochaine au podcast Passionné.